Bonsoir à tous. Tout le monde m'entend au fond? Ça va aller cette hauteur de voix? Donc, la Hongrie, déjà, je vais commencer par une petite présentation parce que tout le monde n'est pas forcément au clair avec ce qu'est la Hongrie, son histoire, ni même parfois son emplacement. La Hongrie, ce n'est pas l'Europe de l'Est, c'est l'Europe centrale. C'est au nord des Balkans, sous la Pologne, à l'est de l'Autriche, et à l'ouest de ce qui est véritablement l'Europe de l'Est, c'est-à-dire l'Ukraine et le monde slavo-russe. La Hongrie, c'est un pays qui a 1100 ans environ, qui depuis le Moyen-Âge est un État stable, durable, et qui a toujours eu un pied entre l'Occident et l'Orient, on va dire, ou le monde européen oriental. Et ça l'a toujours mis dans des situations difficiles. Et encore aujourd'hui. Que ce soit les invasions mongoles au XIIIe siècle, que ce soit les invasions ottomanes au long des XVe, XVIe, XVIIe siècles. La Hongrie donc, a toujours été une espèce de rempart pour l'Europe occidentale, mais elle en a rarement tiré un quelconque bénéfice. Lors des invasions mongoles, par exemple, le Khan mongol avait proposé au roi de Hongrie de s'allier à lui pour envahir le reste de l'Europe, rappelant la vieille alliance entre les Huns et les Mongols. Et le roi de Hongrie a refusé, disant que maintenant son allégeance était à l'Europe, et la Hongrie a été ravagée. Lorsque les Ottomans sont arrivés, les Hongrois, alliés des Serbes, des Croates et d'autres peuples d'Europe centrale, ont repoussé avec succès pendant de nombreuses décennies les Ottomans, pour finir par être vaincus, à un moment où certaines puissances occidentales, dont la France, s'étaient alliées à la Grande Porte. Et ça a été la fin de la puissance véritable de la Hongrie, qui était un royaume majeur en Europe pendant 500 ans. Et donc, avec l'arrivée des Ottomans, la Hongrie est devenue, pour les 500 années qui ont suivi, et donc encore aujourd'hui, techniquement parlant, une colonie. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de souveraineté depuis le XVIe siècle. D'abord, ça a été donc en partie les Habsbourg, et le reste du territoire conquis par les Ottomans, donc était sous domination ottomane. La Transylvanie était vassalisée, donc pas envahie, pas occupée, mais vassalisée par les Ottomans. Et puis, petit à petit, les Ottomans ont été repoussés. Après 150 ans d'occupation, les Habsbourg, donc qui avaient mis la main sur un tiers de la Hongrie qui n'avait pas été envahie, reprennent contrôle de tout le territoire de la Grande Hongrie, comme on dit. Donc cette Hongrie qui embrasse tout le bassin des Carpates. Et là, c'est parti pour plusieurs siècles de cohabitation entre les Autrichiens et les Hongrois, dans ce qui est l'Empire d'Autriche. Mais les Hongrois n'auront pas accepté ni des Ottomans, ni des Autrichiens, et on le verra après de la part d'autres non plus, d'être totalement soumis. La Hongrie, c'est un territoire, donc le bassin des Carpates, c'est une énorme plaine, et qui est entourée de montagnes. Donc c'est un territoire qui est pratiquement impossible à défendre, en réalité, puisqu'il n'y a pas de vallées, il y a très peu de forêts. Et en revanche, à l'instar de la Corse, que je porte dans mon cœur, la Hongrie a souvent été conquise, mais jamais soumise. Lorsque donc les Ottomans ont été éjectés, les Autrichiens ont pris le contrôle de tout le territoire, mais les Hongrois n'ont eu de cesse de se révolter contre les Autrichiens jusqu'à la révolution de 1848, le printemps des peuples en Europe, où la nation hongroise a voulu récupérer son indépendance, ou à défaut d'indépendance, une autonomie. Et ça aboutit, avec le travail formidable de l'impératrice Sissi, un travail de réconciliation extrêmement bien pensé. C'est beaucoup plus qu'une impératrice, là pour faire joli, à la naissance de l'Empire d'Autriche-Hongrie, en 1867. L'Empire d'Autriche-Hongrie, c'est le début d'une tentative de fédéralisation en Europe centrale, qui va échouer lors de la Première Guerre mondiale,
avec la dissolution donc, de l'Empire des Habsbourg, et en particulier le traité de Trianon, en 1920, qui va retirer à la Hongrie, bien que lui redonnant une indépendance, puisqu'elle la détache de l'Empire d'Autriche-Hongrie, elle va lui retirer les 3/4 de son territoire et les 2/3 de sa population. Donc il faut se rendre compte qu'en Hongrie, on étudie... Parce qu'en Hongrie, on étudie l'histoire de France. En France, on n'étudie même pas l'histoire de France, mais alors l'histoire de Hongrie, n'en parlons pas. Mais les Hongrois sont plus ou moins au fait de l'histoire des autres pays d'Europe. Et ça les fait toujours un peu sourire quand on parle de l'Alsace et de la Lorraine. Par rapport au traité de Trianon, on peut comprendre que 100 ans plus tard, ce soit toujours quelque chose de douloureux pour la nation hongroise. Autour de la Hongrie aujourd'hui, il y a encore environ 2 millions de Hongrois qui vivent. Et on a coutume de dire maintenant, depuis 100 ans, que la Hongrie est le seul pays au monde entouré par lui-même. Bref, Première Guerre mondiale, traité de Trianon, s'ensuit l'entre-guerre avec l'amiral Horthy, donc c'est une régence, techniquement c'est toujours la monarchie. L'amiral Horthy va tenter, tant bien que mal, de maintenir un statut neutre à la Hongrie au début de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il considère que la Hongrie n'a simplement pas les moyens de rentrer en guerre, que ce n'est pas dans son intérêt. C'est un homme d'État qui défend les intérêts de son pays. Le souci, c'est que c'est pas non plus dans les intérêts de l'Allemagne que la Hongrie reste neutre. Donc, par diverses contraintes, la Hongrie rejoint l'Axe. L'amiral Horthy tente encore en 41 donc l'Allemagne est encore victorieuse partout, hein, tente encore en 41 de faire une négociation avec les Alliés pour faire une paix séparée. Ce qui ne plaît pas aux Alliés allemands. Et ça va aboutir, là je ne veux pas dire bêtises, en 43-44, à ce qu'il soit évincé du pouvoir. Et la Hongrie donc, va passer sous gouvernance allemande. Donc, fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Hongrie est envahie par les troupes soviétiques en 44-45. Et en 48, officiellement, ça devient véritablement, donc, on va faire simple, le régime communiste. Et vous connaissez peut-être 1956, octobre 56, et la révolte des Hongrois. Révolte qui a commencé en réalité par une manifestation pacifique de soutien aux travailleurs polonais qui se révoltaient en Pologne contre le diktat de Moscou. Donc les Hongrois, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une vieille tradition d'amitié, de fraternité entre les Hongrois et les Polonais qui ne sont jamais combattus depuis que les Hongrois ont fondé leur État. Et qui se sont toujours portés secours mutuellement, puisqu'ils ont souvent été face aux mêmes adversaires, que ce soit les Allemands, les Russes ou les Ottomans. Et donc 1956, c'est la révolte d'octobre. Les Hongrois se battent farouchement contre les troupes soviétiques. Ça aboutit quand même à 7000 soldats soviétiques qui sont tués officiellement. On estime, parce qu'il n'y a pas de chiffre vraiment sûr et certain, environ à 100 000 Hongrois qui sont tués, 200 000 s'exilent. Le pays, c'est simple, 48 heures après le début de la manifestation, les bombardiers soviétiques bombardaient Budapest, pour donner une idée du degré de répression. Après ça, malgré tout, la Hongrie a gagné un statut particulier dans le bloc de l'Est, puisque c'est devenu certains parlaient du camp de vacances du bloc de l'Est. Beaucoup d'apparatchiks russes venaient d'ailleurs en Hongrie pour passer du bon temps. La Hongrie, c'est une terre très accueillante, c'est une terre riche, avec un esprit paysan, donc très hospitalier, très chaleureux. Et c'est vrai qu'on aime bien vivre en Hongrie. Et donc en 89-90, donc c'est le changement de régime. Le communisme s'effondre. Les apparatchiks communistes passent sous l'étiquette socialiste, pour faire bon genre, mais surtout s'approprient pratiquement tout ce qui était nationalisé. Donc le pays, la Hongrie, mais comme d'autres pays d'Europe centrale, se voit complètement privé de tous ses biens nationaux, et la gestion est désastreuse. Donc les années 90, c'est une période très spéciale en Europe centrale. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est pas le but de la conférence, mais ce qu'il faut voir, c'est que le paysage politique donc, se redessine forcément, puisque c'est la première fois qu'il y a une expérience dite démocratique. Et donc on voit, par opposition au communisme, une alliance des droites. Que ce soit des libéraux, que ce soit des nationalistes, des royalistes,
que ce soit des chrétiens démocrates. Tout ce petit monde s'allie ensemble dans un parti qui va s'appeler le Fidesz. Ce parti-là va naître du fait de l'opposition donc au communisme et à tous les partis qui sont les héritiers du communisme, notamment le Parti socialiste hongrois. En 80... Petite parenthèse, et là je commence à parler d'Orban. Ça va être un fil conducteur, puisque, qu'on le veuille ou non, sur les 25 dernières années, c'est le personnage principal de la Hongrie, et il a le mérite d'être connu de tout le monde, aujourd'hui. En tout cas, je ne crois plus qu'aujourd'hui, quelqu'un ne connaisse pas ce nom-là. Il a quand même eu une bourse par l'ami Soros, prononcé en français Soros. Il a étudié à l'Ouest, il parle parfaitement anglais, et il était parfaitement libéral euro-atlantiste à la fin de sa vingtaine. Et il devient Premier ministre en 98 à 35 ans. Et c'est un des principaux artisans de l'entrée de la Hongrie dans l'Union européenne et dans l'OTAN. C'est un point important à comprendre et à retenir. Et là, j'attaque maintenant concrètement le sujet donc de notre conférence, qui est la Hongrie face aux médias. Et on va suivre à travers quelques exemples de presse que j'ai essayé de choisir. Alors, il y en avait tellement, surtout rien que sur les dernières semaines, c'était... et puis ils sont tous plus formidables les uns que les autres par rapport à la propagande qu'il y a dedans. Mais il a fallu choisir. Plus on avance dans le temps, plus ça veut dire de choisir. Et les articles, on va passer assez rapidement sur le début, puisque c'est un peu moins intéressant. Puisqu'au début, toute la presse occidentale était parfaitement partisane de Viktor Orban. D'ailleurs, je crois que c'est en 2012 qu'au Parlement européen, lorsque Cohn-Bendit s'excitait contre Orban, il a dit « Mais moi, j'ai défilé pour Viktor Orban !» Bon, bah, ça a bien changé. D'ailleurs, les socialistes, en 2012, Cohn-Bendit, c'est une parenthèse, mais voulait venir en Hongrie. Les socialistes hongrois lui ont demandé de ne pas venir pour des raisons de sécurité. Ils ne voulaient pas prendre de risques. Avec le Danube proche, etc., c'était dangereux. Encore il a du mal avec l'Europe centrale, hein, la Pologne, la Hongrie, ça passe pas. Bref, au début, donc, de 1998 à 2002, Viktor Orban est Premier ministre, et donc il mène une politique tout à fait euro-atlantiste. En 2002, les apparatchiks socialistes gagnent les élections. Il faut savoir qu'à l'époque, pratiquement toute la presse hongroise appartenait à des grands groupes qui appartenaient à ces anciens apparatchiks communistes devenus socialistes. Et donc avec une guerre médiatique interne au niveau national, ils ont complètement écrasé Viktor Orban, avec de simples promesses bateaux qui, chez nous, ne passent pas depuis longtemps, parce qu'il y a une culture démocratique, comme on dit. Mais à l'Est, on va dire que 10 ans d'expérience démocratique, 10 ans d'expérience des médias libres n'ont pas suffi à vacciner ce petit monde. Donc du coup, en 2002, c'est le Parti socialiste qui vient au pouvoir et qui plonge le pays dans la faillite en 4 ans. Tout simplement. Et donc les mandats sont de 4 ans. Et en 2006, c'est une année charnière pour la Hongrie. Parce qu'en 2006, au printemps, les socialistes sont réélus. Pas de beaucoup, mais ils sont réélus. Et est dévoilé un enregistrement qui avait été fait en off du Premier ministre qui, lors d'une réunion à huis clos, s'était trahi en disant devant ses confrères et ses amis députés apparatchiks, et là je vais vous le citer parce que c'est assez intéressant. Donc je cite, les propos ne sont pas de moi. « Nous avons merdé, pas un peu, beaucoup. Personne en Europe n'a fait de pareille connerie. On a menti matin, midi et soir. Il est évident que nous avons menti tout au long des derniers 18 mois, 2 ans. On n'a rien foutu pendant 4 ans. Vous ne pouvez pas me citer une seule mesure significative du gouvernement dont on pourrait être fier. » Donc c'est le Premier ministre qui dit ça à huis clos devant les députés socialistes. À part le fait que nous nous sommes sortis de la merde à la fin en remportant les élections. C'est leur plus grande prouesse, c'est d'avoir été réélu. C'est vrai que c'était une prouesse, non mais c'est vrai. Donc, forcément, ça fait quand même du bruit, parce que c'est la première fois qu'il y a une telle affaire de comment dire, c'est comme un gate, comme on dit souvent. Et là,
le malheur pour les socialistes, c'est que 2006, c'est les 50 ans de la révolution d'octobre 56. Et donc, à ce moment-là, le Fidesz est un peu dans les choux, et on voit apparaître le parti Jobbik pour la première fois dans la rue, et des manifestations éclatent devant le siège de la télévision lorsque le Premier ministre doit donner des explications par rapport à ses propos. Et la police n'étant pas du tout habituée aux manifestations, puisque la dernière fois que la police en Hongrie a eu à gérer une manifestation importante, c'était en 1956, la police répond de façon complètement maladroite, disproportionnée, violente. Il y a eu des blessés graves très rapidement, donc ça est tout de suite parti en émeute, et c'est une émeute qui a paralysé Budapest pendant 4 jours. Là aussi, pour la petite histoire, je vous invite, vous irez voir sur YouTube, c'est une vidéo qui fait toujours sourire. Pour commémorer les 50 ans de 56, justement, il y avait un tank, un T-34 qui avait été mis sur un socle au niveau de la place principale. Et quand les émeutiers sont arrivés à hauteur du tank, et ben dans les émeutiers, il y avait un ancien tankiste. Et il est monté dedans, il y avait les clés, il y avait du carburant. Et avec le tank, il allait sur la police. Bon, là, les policiers avaient vraiment pas de protocole, donc ils sont... C'est des belles images, c'est des belles images. Donc, mais pour revenir au traitement de la presse, ce qui est intéressant, c'est de voir que là, ce que je vous ai lu, la citation traduite en français, donc des propos du Premier ministre Gyurcsány Ferenc, Premier ministre socialiste, ça c'est dans le Figaro. Donc c'est un article de 2006 que j'ai ressorti. Et vous aurez à la fin, donc je transmettrai la liste de tous les articles que je vais citer au long de la conférence. Vous pourrez aller les lire. Et c'est très intéressant la façon dont même le Figaro, donc soi-disant journal de droite, etc., parle d'une bévue. Les propos du Premier ministre socialiste, c'est une bévue, c'est une boulette, et c'est tout. Il ne condamne pas, il n'y a pas de... Ça s'arrête là. Et très vite, on parle des émeutiers qui sèment le chaos à Budapest, etc. Là, on est en 2006. De 2006 à 2010, la Hongrie s'en sort, échappe à la faillite avec un prêt du FMI. Le problème, c'est qu'en 2008, rebelote. Et en 2010, du coup, Viktor Orban, malgré la presse contre lui, il a quand même eu 8 ans, cela dit, pour placer un peu pour préparer son retour, qui avait échoué en 2006. En 2010, il revient en force. Et là, comme c'est la débandade totale du côté socialiste, les socialistes s'effondrent et Viktor Orban récupère, à lui tout seul, avec son parti, les 2/3 du Parlement. Pour donner une idée du raz-de-marée. Et là, donc, le gouvernement Orban 2, là, ça devient intéressant, parce que une des premières choses qu'il fait, évidemment, en arrivant au pouvoir, c'est quoi ? Eh ben, c'est d'éviter de pouvoir retomber à cause des mêmes apparatchiks et médias vendus. Et donc, il va commencer à prendre une série de mesures envers certaines collusions entre des groupes de presse et des groupes industriels et certaines personnalités. Et là, c'est le début. C'est le début pour Viktor Orban de sa véritable carrière. C'est un nouvel homme qui naît à ce moment-là, puisque la presse occidentale qui chantait ses louanges pendant les années 90 commence à s'en prendre à lui. Et là, je vous sors un article de décembre 2010. Le titre est encore assez soft. En Hongrie, le gouvernement de M. Orban encadre strictement la liberté de la presse. Bon, il y a déjà des mots-clés qu'on repère. Liberté de la presse. Il y a le strictement, qui est encore assez doux, mais ça donne le ton. Ça sonne comme un avertissement. Et puis, un extrait du premier paragraphe. Rien n'y fait, ni les critiques émanant d'organisations internationales, ni celles des médias hongrois, ni des manifestants rassemblés sur la place de la liberté, ni le geste des députés qui se sont fermés la bouche avec du ruban adhésif durant le vote. Le Parlement de Budapest a adopté, dans la nuit du mardi 21 décembre, le dernier volet d'une loi qui donne au gouvernement, dirigé par le conservateur Viktor Orban, un contrôle étendu sur l'information. Là aussi, nouveau mot-clé, conservateur. Dans les années 90, on ne le qualifiait pas de conservateur. Il n'était pas. On avance dans le temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, de 2010, c'est le deuxième mandat d'Orban, donc jusqu'en 2014, et il va profiter, en ayant les 2/3 du Parlement, bien acquis, à modifier la Constitution. En Hongrie, c'est un Parlement monocaméral, et pour changer la Constitution, il faut un vote avec l'accord des 2/3 du Parlement minimum. Et donc il va commencer à modifier l'état
l'État profond, je dirais pas, quand même peut-être pas à ce point-là, mais il va modifier beaucoup de choses au niveau des institutions étatiques. Et aussi, en parallèle, et ça plus pour son électorat hongrois, l'électorat de droite classique, et puis en parallèle, il y a la montée du Jobbik, donc on en reparlera tout à l'heure, mais pour contrer un peu quand même, pour pas se faire dépasser par sa droite, il va quand même prendre certaines mesures aussi pour continuer à tenter d'avoir ce rôle d'unificateur des droites hongroises. Et donc il va aussi adopter des mesures sociétales. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en réalité, les mesures qui ont fait le plus de bruit à Bruxelles, c'est les mesures où Viktor Orban a voulu avoir un contrôle sur la Banque nationale hongroise. Et il a aussi préparé le départ du FMI de Hongrie. C'est-à-dire que la Hongrie Viktor Orban a décidé de rembourser les dettes de la Hongrie au FMI. Il l'a fait en avance. Et une fois sa dette réglée, a demandé au FMI, merci, au revoir, partez. Donc il a viré le FMI de Hongrie. Et dans sa constitution, il voulait que le Parlement hongrois récupère un contrôle total sur la Banque nationale hongroise. Et en réalité, c'est ça qui n'a pas plu à Bruxelles, évidemment. Mais pour la presse, il fallait trouver des sujets un peu plus fun. Et donc, c'était les mesures sociétales qui ont été attaquées. Notamment le fait que la République de Hongrie devienne simplement Hongrie. Mesure terrible, hein, on enlève le mot République quand même. Il y avait aussi le fait d'introduire Dieu dans le préambule de la Constitution, avec un simple Dieu bénit les Hongrois. Ça, bon, c'est terrible aussi, même si les États-Unis ou la Pologne l'ont dans leur Constitution aussi, mais bon. Et puis le mariage aussi hétérosexuel, c'est-à-dire que c'est inscrit dans la Constitution hongroise maintenant que le mariage c'est un homme, une femme. Et donc ça, pour changer la Constitution, bon courage. Étant donné que toute la gauche réunie, c'est moins de 25% aujourd'hui. Et donc on arrive on avance encore dans le temps. On arrive sur la période 2011-2012 où il y a toutes ces réformes au niveau constitutionnel. Et excusez-moi pour pas que je perde le fil. Un article donc de 2011. La Hongrie adopte des lois controversées et s'isole un peu plus en Europe. Donc la Hongrie commence à s'inscrire comme étant un mauvais élève récurrent. Et Viktor Orban assume et ne courbe pas les chines devant toutes les critiques de l'Union européenne. Cela dit, important à savoir, en 2012, donc début janvier 2012, la nouvelle constitution est rentrée en vigueur. Je me souviens très bien être rentré en Hongrie je sais plus si c'était 3 ou 4 janvier à ce moment-là. Et j'ai retrouvé un Budapest vide, parce que en 2 ou 3 jours, le forint, donc la monnaie nationale hongroise, ça aussi c'est inscrit dans la Constitution que la monnaie de la Hongrie est le forint. Donc ça ne peut pas changer simplement. Et suite à l'introduction de la nouvelle Constitution, le forint a été dévalué de, je crois, 25% en 2 ou 3 jours. C'est difficile de faire face à ça, et c'est pour ça que Budapest était vide, parce que le prix de l'essence était monté de 25-30% en 2 jours. Donc plus personne ne roulait. Et c'était très marquant, et ça marquait beaucoup d'esprit à ce moment-là, et je pense que ça a été un moment important dans l'histoire contemporaine de la Hongrie, puisque c'est la première fois que massivement, à travers tout le pays, même au fin fond des campagnes, les gens ont compris qu'il y avait un manque de souveraineté en Hongrie, alors qu'après 500 ans d'occupation et de lutte pour la liberté, les Hongrois vivaient dans une sorte d'illusion que maintenant on appartient au monde libre. On appartient au monde libre et donc on est enfin souverain et libre comme avant. Et ben non. Et ensuite en 2013, ça se complique. Le Monde titre « Ce que Viktor Orban fait subir à la Hongrie ». On commence, alors, des citations, évidemment Le Monde cite l'opposition socialiste, et notamment un bref Premier ministre, Bojnai Gordon, qui était un Premier ministre socialiste pendant, je ne sais plus, quelques mois, qui parle du Fidesz en disant « Ils ont brisé méthodiquement, vertèbre par vertèbre, l'échine de la démocratie hongroise ». Rien que ça. On est en 2013, hein.
Attention parce que la montée en puissance, mettez vos ceintures. Hein. Les articles qui viennent après, c'est... moi tous les jours je me régale en ce moment. Donc 2013, on commence à associer Orban à l'extrême droite. Voilà, ça aussi c'est une date importante. On commence à dire, on parle d'Orban proche des idées de l'extrême droite, Orban qui pactise avec l'extrême droite, le gouvernement Fidesz qui refuse de se faire dépasser par sa droite et adopte des mesures controversées, proposées par l'extrême droite. Bref, tout ce vocable, on insiste et on commence vraiment à faire systématiquement un lien entre Orban et l'extrême droite. 2014, année électorale. Année électorale importante en Hongrie puisque c'est à la fois des élections législatives, donc qui élisent le Parlement monocaméral, Parlement qui élit lui-même le Premier ministre. C'est les élections municipales et c'est les européennes aussi. Et 2014, c'est aussi très important pour comprendre la suite, le rapprochement de Viktor Orban avec la Russie de Poutine. Notamment avec des projets qui commencent à devenir publics, comme le South Stream, donc le projet d'oléoduc, gazoduc qui devait passer par la mer Noire, puis la Bulgarie, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie. Et là, ça va tournant, en particulier dans la vie politique en Hongrie. Les blocs vont se marquer encore plus. Et on arrive avec un article du Figaro, celui-là c'est encore 2013, désolé, mais Hongrie, Viktor Orban met l'extrême droite à l'honneur, parce qu'il a décoré un journaliste qui avait travaillé sur une chaîne proche de quelqu'un qui soutient l'extrême droite. Ça se tient. Mais moi, ce que je préfère, c'est quand même en 2014, quand McCain qualifie, avec toute la finesse qui lui est propre, Orban de dictateur néo-fasciste. En parallèle, le gouvernement Orban avait voulu interdire la Gay Pride aussi à Budapest, en 2011 ou 2012, ce que l'ambassadrice américaine à Budapest avait conseillé de ne pas faire. Et 2 semaines plus tard, la Gay Pride a été finalement autorisée. Elle a eu lieu avec environ 1500 participants, dont 1000 étrangers, et 2500 policiers. Mais elle n'a pas pu aboutir devant le Parlement, puisque les nationalistes ont empêché la Gay Pride de se terminer sur la place du Parlement. Mais c'est pas tant intéressant, ça donne juste une idée un peu des tensions qui commencent à y avoir, petit à petit, avec les États-Unis en particulier. Les États-Unis qui ensuite vont remplacer leur ambassadrice par un chargé d'affaires, Monsieur Goodfriend. Monsieur Goodfriend qui a un parcours intéressant, Monsieur André Goodfriend qui a un parcours intéressant puisque c'est le dernier diplomate américain qui était en Syrie avant la rupture des relations diplomatiques. Et juste après il débarque en Hongrie, alors c'était pas bon signe. Hein. En parallèle de ça, donc la Hongrie fait tout un tas d'accords avec la Russie, notamment au niveau de l'exportation de produits agricoles, donc ils refusent de respecter totalement le blocus qui était prévu par l'Union européenne. Orban et le Jobbik, à sa droite, soutiennent la Russie dans la lutte géopolitique qui déchire beaucoup de monde et qui se déroule en Ukraine. Et en parallèle de ça, en Hongrie, on a vu des phénomènes complètement nouveaux, qui sont toutes sortes de manifestations organisées de façon très rapide et très, très bien foutues, avec toutes sortes d'éléments d'habillement uniformes, de symboles bien pensés, de slogans faciles à retenir et très vendeurs. Toutes sortes de manifestations dans les rues de Budapest contre le gouvernement, contre la corruption. Corruption qui existe. Il y a véritablement une corruption au niveau du gouvernement, mais on n'est quand même pas au même niveau que ce qu'il y avait sous les socialistes. Mais le point faible de Viktor Orban, ça reste ses lieutenants corrompus. Ça c'est un fait, c'est vrai. Et c'est un point faible sur lequel il est facilement attaquable.
Et donc on a un article du 18 octobre 2014, Hongrie, donc c'est Le Monde, Hongrie, des proches de Viktor Orban dans le viseur de Washington. Donc là encore, on comprend qu'on est dans une logique qui est maintenant bien marquée depuis quelques années et qui fait que s'accentuer. Combien de temps il me reste à peu près là ? 10 à 15 minutes. 10 à 15 minutes, on va accélérer un peu. Et comme par hasard, au même moment où Orban se rapproche de Poutine, on remarque aussi, soyons honnêtes, une hausse de sa popularité dans les médias dissidents occidentaux et de droite en général, en tout cas la droite pro-russe. Et là, j'en viens à l'année 2015, qui est particulièrement riche et intéressante. Je reviendrai sur le rôle de l'Allemagne tout à l'heure, en particulier, puisqu'elle a on ne peut pas séparer, quand on parle de l'Europe centrale, on ne peut pas ne pas parler de l'Allemagne. Donc ce qui est intéressant, c'est que là maintenant, 2015, donc, la Hongrie est devenue la bête noire de l'Union européenne, en particulier depuis juin. Depuis juin, où la Hongrie, enfin Orban, a décidé de ne pas subir l'invasion migratoire, et tout simplement en respectant strictement les règles de Schengen. Donc c'est ça qui est extraordinaire, on va le voir, que ce qui est reproché durant l'été 2015 à Viktor Orban par rapport à sa gestion de la frontière, c'est la stricte application des accords de Schengen. Donc c'est une hypocrisie assez formidable, en particulier de la part de l'Allemagne et de l'Autriche, qui viennent, je pense que vous avez suivi l'actualité très récente, qui viennent de faire ce qu'elle reprochait de faire à la Hongrie depuis 3 mois, tout simplement. Tiens, j'en ai raté un en 2014. L'UE toujours inquiète de la situation des droits humains en Hongrie. Rien que ça. C'est-à-dire qu'en Hongrie, on a peur. Hein, c'est terrible. Nos droits ne sont pas assurés. Et bien pourtant, 2015, justement, pour vous donner une idée de ce qu'on peut lire dans la presse hongroise et pour vous donner une idée de la liberté de parole qui existe en Hongrie. Alors là, je vais avoir du mal à vous le citer. Je vais traduire rapidement. Dans un journal qui est l'équivalent du Figaro par rapport à son importance médiatique et à son tirage, etc., et son positionnement sur l'échiquier politique, Magyar Hírlap, donc les nouvelles hongroises, il y a un ami et conseiller de Viktor Orban qui fait une tribune libre, donc là c'est mi-août 2015, il y a un mois exactement, où il dit, donc encore une fois c'est un truc qui est lu par plusieurs centaines de milliers de personnes dans un pays de 10 millions d'habitants, où Bayer Zsolt, donc cet ami et conseiller, dit que les migrants, pourquoi on ne veut pas des migrants massivement en Hongrie ? Parce qu'il y a des incompatibilités, je cite, culturelles et ethniques et génétiques. C'est-à-dire qu'il dit il est hors de question de faire une quelconque hiérarchisation, simplement, il est... Je vais traduire en même temps, vous ne voulez pas, que voilà, simplement, il y a des caractères ethniques et culturels qui sont incompatibles, surtout s'il y a un bouleversement soudain et massif du paysage démographique d'un pays. Donc ça, c'est dans la presse mainstream en Hongrie. Et à part quelques bobos du centre-ville de Budapest et quelques millions d'Occidentaux, ça ne choque personne. Et donc, on arrive donc à Orban qui simplement veut appliquer les accords de Schengen et décide de faire une barrière, la fameuse barrière à la frontière sud de la Hongrie, à la frontière avec la Serbie. Barrière qui, il faut le savoir, n'a pas pour but d'empêcher les gens de rentrer, puisqu'on ne peut pas véritablement, c'est vrai, on ne peut pas empêcher les gens de rentrer s'ils ont vraiment envie de le faire. En revanche, on peut, leur en enlever l'envie, la motivation, et 2, on peut surtout essayer de tous les enregistrer. Le but de la barrière, c'est que personne ne passe au travers des mailles du filet, et que quelqu'un qui arrive à la barrière soit intercepté, enregistré, et donc à partir du moment où il est enregistré, ce qui normalement devrait être le cas en Grèce, parce qu'il passe pour la route des Balkans, ils passent tous par la Grèce. Mais normalement ça devrait être le cas en Grèce, mais c'est pas fait, ou bref, c'est un autre débat.
Mais en Hongrie, donc, le but, c'est d'attraper tous les clandestins qui entrent. Et je ne parle pas de réfugiés parce que la Serbie est un pays sûr, un pays qui n'est pas en guerre, où il n'y a pas de menace par rapport à l'appartenance religieuse ou ethnique. Donc, venant de Serbie, on ne peut pas arriver en Hongrie et demander le statut de réfugié. Par rapport aux accords internationaux, c'est illégitime. Tout simplement. Tout simplement. Donc toute personne traversant illégalement la frontière serbe et hongroise est purement et simplement un clandestin. Le fait de dire cette évidence a valu à Orban de gagner encore un niveau sur l'échelle du diable. Et on peut lire dans le courrier international de juin, contre l'immigration, la Hongrie choisit de se barricader, ce que l'Espagne n'a pas fait à Ceuta et Melilla, par exemple, ou l'Angleterre et la France à Calais. Bref. Et donc on a évidemment tous les qualificatifs terribles par rapport au fait que ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, etc. Et oui, bon, celui-là n'est pas très intéressant. Je ne cite pas tous les articles, là, je vais plus vite, mais donc joint à ce que j'enverrai à M. Rougeron, vous trouverez tous les articles que j'ai cités et vous pourrez vous faire un plaisir de les lire dans l'ordre chronologique et de voir l'évolution de façon plus détaillée. Petite parenthèse, hein, vous savez qu'en Hongrie, il y a un festival tous les ans au mois d'août, qui est le Sziget Festival, donc c'est le plus gros festival d'Europe. C'est un truc très libertaire. Et il y a une soi-disant journaliste qui s'appelle... Où est-elle ? Faut que je la retrouve. Florence Labruyère, qui parle d'un îlot de liberté en Hongrie, à propos du Sziget. Alors, je ne vais pas vous lire l'article, mais s'il y a un article que vous devez lire... Bon, il y en a plusieurs, mais celui-là, lisez-le vraiment parce qu'il est extraordinaire. Outre le style qui est celui d'un mauvais élève de collège, c'est nullissime. Et ça présente un festival qui reçoit des subventions d'État, qui reçoit toutes sortes d'aides par rapport au transport sur toute la durée du festival, etc. C'est présenté comme une espèce de dernier îlot de résistance et de liberté d'expression artistique, parce que dans le reste de la Hongrie, un artiste ne peut pas faire ce qu'il veut dans son studio, attention, hein, la police veille. Bon. Et donc elle présente cette espèce de festival complètement gangréné par les ONG et où d'ailleurs, festival où j'allais quand j'étais adolescent, j'y vais plus depuis longtemps, mais où à l'époque il y avait beaucoup d'artistes indépendants. Il y avait une scène folklorique hongroise. Exit, c'est pas rentable. Et donc c'est ce festival complètement pourri qui est le symbole de la résistance hongroise. C'est bien, ça donne une idée de contre qui on se bat. Voilà, les Pussy Riot à l'affiche, donc c'est la résistance mondiale est en marche contre le néofascisme. No Passaran, mais envoie quand même les subventions. Bref. Et là, il y a un article, celui-là c'est un de mes préférés, hein. Il date du 10, donc c'est à 4 jours. Le Monde, à la frontière serbo-hongroise, derrière les barbelés, la peur des camps. Alors là, ça y est, on y va. Là, on commence à rentrer dans ce que j'avais envie de vous dire. Là maintenant, c'est parti. Donc, évidemment, les pauvres gens qui n'ont pas le droit immédiatement à logement dès qu'ils ont passé la frontière, l'État hongrois ne leur donne que des tentes. Il leur donne de la nourriture en fonction de leur religion, de l'eau, des couvertures. C'est quand même abominable comme accueil. Enfin, je veux dire, c'est pour un pays qui a 25% de sa population sous le seuil de pauvreté, où il y a 10 000 clochards rien qu'à Budapest. On ne comprend pas que l'Hongrie ne fasse pas plus d'efforts pour ces personnes qui arrivent, comme hier par exemple, au nombre de 5 800. Donc, la Hongrie, c'est 10 millions d'habitants. Il faut se rendre compte des chiffres. Hein. Là, je vous dis les chiffres officiels. Les chiffres officiels, c'est ceux qui ont été interceptés par la police sur le sol national. Ce n'est pas le nombre exact d'entrées. Il n'y a pas un capteur à la frontière qui détecte toute entrée d'humain à la frontière. C'est juste ceux qui sont attrapés par la police, on considère que c'est environ de 30 à 50% de ceux qui entrent réellement. En tout cas, jusqu'à la construction de la barrière qui vient de s'achever.
Vous pouvez aller vérifier les chiffres sur le site de la police hongroise ou sur l'Institut Frontex, donc l'Institut européen de surveillance et de protection des frontières. Là, je vous les cite de mémoire, mais à force d'en parler, je les ai en tête, grosso modo. Je vous donne des ordres de grandeur. En 2013, c'est environ 13 000 personnes qui sont rentrées. Donc, avant, c'était 2-3 000 personnes par an. En 2013, c'est donc environ 15 000, grosso modo. En 2014, c'est 40-45 000. Et sur la période donc de janvier 2015 à maintenant, c'est environ, je crois, 170-180 000. La deuxième ville de Hongrie, c'est 280 000 habitants. Hein. Il y aura eu, d'ici la fin de l'année, on verra si les mesures actuelles qui rentrent maintenant, au moment où je fais cette conférence, les mesures sont en train d'être mises en place par l'armée et la police sur les frontières. Ils viennent de fermer il y a 3-4 heures la frontière. Ils prévoyaient de le faire à minuit, ils l'ont fait encore un peu avant parce que beaucoup se dépêchaient. Ils voulaient rentrer vite avant minuit pour encore gagner du temps. Quand ils ont vu l'afflux, ils ont fait bon, vous arrêtez de vous foutre de nous, on ferme plus tôt, tant pis pour vous. On avait prévenu, la Hongrie avait distribué des tracts en amont dans plusieurs langues pour prévenir les migrants qu'attention, à partir du 15 septembre, donc demain mardi, à partir du 15 septembre, le passage illégal de la frontière est criminalisé et les passeurs risquent de très longues années de prison ferme aussi. Et surtout, les personnes qui rentrent seront considérées comme de simples clandestins et donc seront premièrement renvoyés instantanément du pays après enregistrement, donc on prend leurs données biométriques et après on les renvoie, et s'ils reviennent, c'est prison ferme. Donc a priori, ça devrait être dissuasif, l'avenir nous le dira, puisque l'Allemagne et l'Autriche qui n'arrivent pas à gérer le flot de migrants se plaignent que la Hongrie retienne les migrants. Bon, j'ai toujours pas compris la logique de la chose, mais peut-être qu'on comprendra à terme. Donc pour terminer, rapidement, parce qu'il n'y a pas que les articles de presse écrite, il y a aussi les vidéos. Vous avez vu qu'il y a une véritable guerre de vidéos. Et c'est très intéressant de voir que les seules vidéos qu'on montre de la Hongrie, c'est celles où on voit des policiers, par exemple, jeter des sandwichs dans un hangar. Et ils jettent des sandwichs à ceux qui sont derrière, qui, en fait, ne peuvent pas accéder devant, parce que les gens refusent simplement de faire la queue pour recevoir la nourriture. Ce genre de choses. Ou la journaliste qui a pété un câble, et qui a fait quelque chose qui, certes, est contre la déontologie, et qui justifie un licenciement, mais donc la Laszlo Petra, vous avez peut-être vu cette cadreuse qui, après des heures et des heures de tournage sous 35 degrés et des bousculades qui, elles, n'ont pas été filmées, a simplement disjoncté. Je la connais indirectement, c'est une collègue. Ces images-là, on les montre, on les met en avant. Paris Match, d'ailleurs, titre avec un anglicisme dégueulasse, honte sur elle. En français on dit honte à elle, bon bref, voilà, exactement. Quoi qu'il en soit, les images qu'on montre pas, c'est celles où, et je suis pas un fanatique anti-islam, mais celle où à la gare de Kaleti, j'habite à 50 mètres de la gare, donc je suis aux premières loges, niveau journalistique c'est super, niveau humain c'est différent. La gare de Kaleti où on est passé de début juillet, il y avait 50 clandestins qui squattaient devant, début août 1000, et quand je suis venu à Paris il y a 10 jours environ, il y en avait plus de 5000. Vous voyez l'évolution un peu. Et là, on ne montre pas les images où, enfin en tout cas la presse mainstream ne montre pas les images où des bénévoles se font arracher les sacs, des bénévoles qui se font frapper. J'en ai vu, j'ai pas pu filmer, j'avais pas la caméra avec moi, mais je l'ai vu. Où on voit des images où ils caillassent des trains dans des gares, avec le, comment on appelle les pierres en français, le ballast, voilà. Les images où ils jettent les packs d'eau sur les rails, etc., etc., etc. Et donc rapidement, je vais vous citer quelques journaux pour terminer, et ce qui va nous amener à ma conclusion. Avant tout, des journaux allemands. Alors, je sais que ça va plaire à notre ami. Et très récent, le 7 septembre, dans le Deutschland Rundfunk, le titre, juste le titre. Que fait un tel pays dans l'UE ? On se le demande aussi en fait, pourquoi on y est encore ? Le 7 septembre, pareil, Der Spiegel évoque une gestion en Hongrie à la Guantanamo. C'est formidable que les États-Unis, qui ont comme une responsabilité assez évidente dans toute cette histoire, eux on ne les critique pas pour le réel Guantanamo,
En revanche, on va critiquer la Hongrie qui gère, et j'étais sur le terrain de façon très humaine, je dis pas ça en étant partisan, s'il y avait des choses à critiquer, je le ferais, parce que ça serait une mauvaise politique selon moi de s'y prendre mal, mais la gestion sur le terrain est relativement efficace par rapport aux moyens qu'il y a et par rapport au flot humain incroyable. Et donc on évoque Guantanamo, bref. Mais vous allez voir, on peut aller encore plus loin. Je vais conclure avec... Il y aura du niveau. Et Der Spiegel qui dénonce aussi la Hongrie pour son refus de l'ingérence des ONG sur le terrain pour remplacer la police et l'État hongrois. C'est quand même scandaleux. Hein. Et entre le 10 et 13 septembre, sur 2 articles de FAZ, donc le Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, parle de politique de dissuasion nulle, inutile, simpliste, avec un but égoïste pour la Hongrie. Donc la Hongrie ne voulant simplement pas de migrants, mais se foutant royalement de l'Europe qui pourtant l'a tant aidé. On retrouve des échos similaires en Espagne dans El Mundo, qui est censé être un quotidien de droite, et qui s'attaque directement à la police hongroise, qui est, selon eux, raciste, agressive, et qui, tenez-vous bien, porte des gants lorsqu'ils sont au contact des réfugiés ou des clandestins. Vous vous rendez compte, porter des gants lorsqu'on est au contact de personnes qui sont potentiellement malades de maladies graves, c'est quand même scandaleux. Surtout qu'en Allemagne et en Autriche, ils portent aussi des gants. Mais ça, c'est peut-être juste parce que les Allemands sont plus propres sur eux, je ne sais pas. En revanche, on a un autre son de cloche, en Pologne, où le Frost part d'un paradoxe et dénonce que l'UE condamne la Hongrie pour l'application des accords de Schengen, comme on en parlait tout à l'heure, et va plus loin. La presse polonaise donc parle de l'exemple de la Hongrie comme indicateur aux pays du V4. Donc le V4, c'est les 4 pays du groupe de Visegrad, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie. Donc l'exemple de la Hongrie montre aux pays du V4 qu'ils sont des pays de seconde zone. Ça aboutit à quoi? Surtout que l'article se conclut en disant que il est en train de se mettre en place une solidarité exemplaire du V4 par rapport à la crise migratoire. C'est très intéressant parce que je pense, moi, mon dada, c'est l'Europe centrale, et je pense vraiment qu'il y a le début d'une fronde au sein de l'Union européenne de ces pays de seconde zone qui ont compris, enfin, au bout de 25 ans, qu'ils étaient des pays périphériques soumis en réalité aux lois de l'Union européenne, principalement pour le marché et l'industrie allemande, mais pas seulement, hein, faisons pas de jaloux. Et donc il y a une fronde en particulier contre l'Allemagne, et c'est très intéressant puisque même si on pourrait arguer que la Russie, que la Hongrie est soutenue ou est devenue un partenaire important de la Russie, on peut pas en dire autant pour la Pologne. Et malgré tout, il y a là un alignement qui se fait, et je pense que c'est simplement le début d'une réelle... peut-être un renouveau de souveraineté politique au niveau de l'Europe centrale. En tout cas, c'est ce que j'espère. C'est un peu la note d'espoir sur laquelle je voudrais terminer. Mais avant de terminer, je vous lis mon article préféré. Et si on a 3 minutes, je le lis en entier. Il n'est pas trop long. Un article du Point, du 12, d'avant-hier. Ça m'a fait mon week-end. Migrants, la Hongrie, honte de l'Europe. Le chancelier autrichien a vivement critiqué le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Selon lui, l'attitude de la Hongrie envers les réfugiés rappelle la période nazie. Allez, c'est la fête. Citation. « Entasser les réfugiés dans des trains dans l'espoir qu'ils aillent très loin réveille le souvenir de la période la plus sombre de notre continent », a dénoncé Werner Faymann, le chancelier autrichien, dans l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, paru samedi. Citation toujours. « Viktor Orban agit de manière irresponsable quand il fait de tous ces réfugiés des migrants économiques », a-t-il dit. « Il mène sciemment une politique de dissuasion. » Vous vous rendez compte ? Mener sciemment une politique de dissuasion, c'est surréel. En cause, les propos de Viktor Orban dans le quotidien allemand Bild. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a assuré que les réfugiés syriens qui arrivent en masse en Europe et transitent par la Hongrie, citation donc d'Orban, ne viennent pas de zones de guerre, mais de camps situés dans des pays frontaliers. Là, ils étaient en sécurité. Enfonçant le clou, il ajoute qu'ils ne viennent pas en Europe, citation, parce qu'ils cherchent la sécurité, mais parce qu'ils veulent une vie meilleure que dans un camp. Ils veulent une vie allemande, peut-être suédoise.
Pour Viktor Orban, citation, « C'est un fait. Il n'y a pas de droit fondamental à une vie meilleure, seulement un droit à la sécurité et à la dignité humaine. » Bon, pour Le Point, c'est des propos scandaleux. À vous de juger. Et la conclusion de l'article, tenez-vous bien, une vidéo embarrassante. La Hongrie est sur la sellette en Europe en raison de sa politique dans la crise des migrants. Viktor Orban, son chef de gouvernement populiste, souhaite bloquer le passage des réfugiés dans son pays vers l'Autriche puis l'Allemagne dès le 15 septembre grâce à une double clôture de fils de fer barbelés à la frontière serbe. L'attitude de la police face aux migrants est également montrée du doigt après de multiples incidents. Dernier en date, une vidéo qui montre des réfugiés traités de manière dégradante. Pas de lien vers la vidéo, rien, mais prenez-le pour acquis. Et le dernier paragraphe. Pierre-Yves Rougeron est témoin que je lis ce qu'il y a écrit dans Le Point. Donc là, je vous ai lu l'article, j'ai pas coupé l'article. Hein. Là, l'enchaînement, c'est tel que je le lis. Durant la période nazie, entre 1933 et 1945, le régime d'Adolf Hitler a envoyé 6 millions de juifs, ainsi que des opposants politiques notamment, dans les camps de la mort. Ils étaient déportés par train vers ces camps de la mort. Durant l'été 1944, les juifs de Hongrie ont été envoyés vers le camp nazi d'Auschwitz. Fin de l'article. Allez. Alors, déjà, s'il répond à cette question-là, elle est extraordinaire. Qui a signé ça? Qui a signé ça? Eh bien, Le Point, il y a marqué source AFP. Parce que, bon, je crois que personne n'a voulu quand même. Ils se sont dit, bon là, on y va un peu fort. Mais si c'est leur dernière cartouche, ils sont mal barrés parce que nous, on fait que commencer là. Et donc, ma conclusion sur tout ça, c'est qu'il y a, je crois, une espèce de rupture qui est en train de se créer en Europe. Une rupture qui, en fait, est dans la continuité d'une rupture bien plus ancienne entre une Europe occidentale et une Europe centrale et de l'Est. L'Europe de l'Est et l'Europe centrale ont aussi entre elles une histoire particulière, mais je crois qu'il y a les 25 ans de pause qu'il y a eu, qui sont faites au forceps avec la volonté hégémonique libérale atlantiste, tout comme quand on mélange l'huile et le vinaigre, on peut secouer aussi fort qu'on veut, au bout d'un moment, il y a deux phases qui se créent. Et je crois qu'aujourd'hui, en Europe centrale, et c'est un symbole fort, c'était pris comme une critique, mais moi je pense ça en fait comme un compliment. Les gens ne comprennent pas l'esprit hongrois. Les Hongrois ne sont pas des révolutionnaires, mais c'est des combattants de la liberté. Ils n'aiment pas être soumis, ils ne l'acceptent pas, mais c'est des gens qui aiment l'ordre. C'est pour ça que je dis que ce ne sont pas des révolutionnaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Hongrie n'accepte pas de diktat étranger. En revanche, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'ordre règne dans son pays. C'est très important à comprendre. Et du coup, j'ai envie de finir avec un bon mot, c'est que le rideau de fer, aujourd'hui, a été remplacé par un rideau d'encre. Voilà. Merci beaucoup.